Merci. Monsieur le ministre, cher Jean-Marie, monsieur le vice-président du Conseil d'État, mesdames et messieurs les parlementaires, je crois que j'en ai aperçu, monsieur le premier président près de la Cour de cassation, monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, mesdames et messieurs les hauts magistrats, on m'a dit, monsieur le préfet de police, voilà, toujours discret, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les fonctionnaires du ministère de la Justice, mesdames et messieurs, monsieur le président du Conseil national des barreaux, enfin j'en oublierai forcément, donc je vous dis mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, je crois que c'est une cérémonie un peu traditionnelle. C'est en même temps, je le prends pour cela, un temps de rencontre et d'échange, et je m'en réjouis tout particulièrement. Le début de l'année, c'est vrai que c'est une tradition, mais la tradition ne doit pas empêcher d'avoir des relations et un véritable plaisir de se retrouver. Et c'est certainement le cas pour Jean-Marie Bockel et pour moi-même. Le début de l'année, c'est souvent le temps des bilans, et le bilan de l'année écoulée a été dense pour la justice. Pour autant, je ne m'y attarderai pas, d'abord parce que c'est quelque chose que vous connaissez les uns et les autres, d'autre part que ce bilan, nous n'en sommes responsables que d'une partie. Cela ne m'empêche pas de reconnaître tout le travail qui a été effectué par les uns et par les autres, mais vous comprendrez que ce qui m'intéresse avant tout, c'est davantage de me tourner vers l'avenir et vers ce que nous allons avoir à faire ensemble. Avoir à faire ensemble parce que, de tout temps, la justice a contribué à forger l'unité de notre nation. Et qu'aujourd'hui, peut-être encore plus que par le passé, en tous les cas plus que par certaines périodes, la justice a un rôle essentiel à jouer pour l'unité de la nation. Ne l'oublions pas, de l'unification des pays de coutume et de droit écrit à l'affirmation de l'état de droit, des parlements d'Ancien Régime à nos juridictions actuelles, l'histoire de la France a gravé l'indépendance et l'honneur de la justice au cœur du destin de la France. Rendue sur tout le territoire, au nom du peuple français, la justice porte aujourd'hui et toujours les valeurs qui nous ont réunis et qui doivent nous réunir. Et chacune et chacun de ceux qui les ont en partage les portent et en portent la responsabilité et l'ardente obligation. Et en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, je revendique ces valeurs et cet héritage. Oui, je vous l'ai dit en arrivant dans cette maison, je crois à la grandeur de l'institution judiciaire, au nécessaire respect des valeurs et des principes qui guident son action, à son indispensable aussi capacité de s'adapter aux évolutions de la société. Je crois à son rôle irremplaçable pour garantir le sentiment de nos concitoyens qu'ils sont traités d'une façon égale, ce qui est la condition pour qu'ils aient envie de partager un destin commun. Dans une époque qui est marquée plus que jamais par le besoin d'unité des Français, mais aussi par un besoin de sécurité, par un besoin d'unité, de chaleur humaine, répondre à cette ardente obligation de cohésion nationale nous impose, à nous, de nous adapter à une société qui est en mouvement, en mutation, bouleversée à la fois par la mondialisation, par les rapports que créent les nouvelles technologies, par l'évolution des modèles familiaux, par la contestation de l'autorité sous toutes ses formes, nous impose de faire face aussi
au défi d'une norme juridique qui est toujours plus complexe, voire incompréhensible, qui est mouvante et de plus en plus, qui s'internationalise chaque jour. Elle nous impose de nous mettre à l'écoute d'une société qui est frappée depuis quelques mois par une crise financière et économique qui déstabilise les entreprises, mais également les individus, où les demandes de présence de l'État, de justice, de régulation n'a jamais été aussi forte. Mesdames et messieurs, ministère régalien, le ministère de la Justice et des Libertés est par vocation au cœur de l'État. Mon ambition, c'est de le placer au cœur du fonctionnement de nos institutions et au cœur de la société moderne. Pour y parvenir, nous devons faire des efforts. Nous devons moderniser le fond de notre droit, qui date, pour une part, de décennies, voire de siècles. Nous devons rénover le fonctionnement de l'institution judiciaire. Nous devons assurer le rayonnement du droit et de la justice. Moderniser le fond du droit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux que la règle de droit joue totalement son rôle de stabilisation, de sentiment d'équité au sein de la société. La règle du droit, je l'ai dit et je le redirai sans arrêt, c'est la règle qui permet de vivre ensemble. Et quand on fait un peu de droit comparé, quand on va au-delà même de notre continent, on se rend bien compte que les formes de la société, leurs relations des gens entre eux, sont profondément dépendants des différentes règles de droit. Nous devons toujours en avoir conscience quand nous élaborons la règle, quand nous la préparons au niveau de nos services, quand elle est mise en œuvre au niveau du Parlement, quand nous l'appliquons une fois qu'elle a été votée. Eh bien, si nous voulons que la règle de droit joue totalement ce rôle de cohésion de la société, il faut aussi qu'elle remplisse certaines conditions. D'abord, il faut qu'elle soit compréhensible par chacun, que chaque citoyen sache ce qu'on attend de lui, ce qui lui est interdit, comment il s'inscrit dans un ensemble qui sont les règles de fonctionnement de la société. Il faut, quand la justice est en œuvre, que le citoyen comprenne la procédure, comment il va se situer dans la procédure, comment ce dont on lui parle dans les médias s'inscrit dans le déroulement d'une action qui a pour but de faire respecter le droit. Il faut donc que les citoyens comprennent le fonctionnement de la justice. Et soyons un peu lucides les uns et les autres. Ce n'est certainement pas le cas quotidien aujourd'hui. Alors oui, nous avons un travail à faire et je veux pour ma part donner à notre ministère les moyens d'exercer ses missions de défenseur de la société, de cette forme de la société, mais aussi de défenseur des libertés et des droits qui constituent l'une des caractéristiques de notre société. Le ministère de la Justice sera le ministère du droit, de tout le droit, parce que c'est tout le droit qui représente notre modèle de société. Et c'est bien la raison pour laquelle, en 2010, il y aura des réformes pour que ce droit corresponde aux attentes des citoyens, à la vision que nous devons avoir de la place du droit dans la société, et ces réformes concerneront tout le droit. Elles concerneront le droit pénal, elles concerneront le droit civil, elles concerneront le droit public. Le droit pénal, bien entendu, ce sera la réforme de la procédure pénale qui va transformer notre procédure pénale et bien au-delà des seuls aspects du fonctionnement. Mon objectif, ce n'est pas de supprimer telle ou telle fonction. Mon objectif, c'est d'avoir un système qui facilite la compréhension,
la compréhension de la mise en œuvre du droit pénal. Parce qu'encore une fois, le droit pénal, c'est ce qui dit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. C'est ce qui permet que la société soit respectée dans ce qu'elle a choisi pour être ses fondements. Et c'est pourquoi il est essentiel que chacun en comprenne réellement le fonctionnement. Ce qui, là aussi, est loin d'être le cas aujourd'hui. Mon objectif, c'est de mieux garantir l'équité, parce que sans sentiment d'équité, il n'y a pas de volonté, de capacité à pouvoir vivre ensemble. Et donc, il faut aussi que la procédure fasse apparaître cette équité. Et à partir de là, il faut en déclinaison garantir, et mieux que cela n'est fait aujourd'hui, les droits de la défense. Il faut garantir, et beaucoup mieux que ça n'est fait aujourd'hui, les droits des victimes. Et c'est bien ce qui sera inscrit dans le texte. Et il y aura en la matière des innovations auxquelles je pense certains n'avaient pensé, aucun n'avait pensé jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, pour la simplification, le parquet sera chargé de l'enquête. Il le fera pour l'équité et le contrôle des droits et des libertés sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertés. C'est lui qui garantira la régularité et l'équité. Et je rappelle qu'il sera un magistrat du siège. Le juge de l'enquête et des libertés est aussi celui qui ordonnera les actes attentatoires aux libertés. Il interviendra dans tous les contentieux susceptibles de jaillir entre le parquet et les parties dans le déroulement de l'instruction. Les gardes à vue, pour leur part, seront limités aux réelles nécessités de l'enquête, garantissant la liberté de chacun tout en assurant la sécurité de tous. Mais il faut parfois aussi mettre un frein à certaines tendances, à un certain laisser-aller. Il faut redéfinir ce à quoi servent chaque institution, chaque procédure, chaque élément pour se recentrer sur cette finalité. Le texte est en cours d'élaboration. Mais je le dis très clairement aussi, parce que c'est ma méthode et que je l'appliquerai toujours. Un texte d'une telle importance pour la société ne saurait être l'œuvre d'une seule administration, d'un seul ministre, d'un seul gouvernement même. Ce qui est important, c'est que chacun puisse apporter son regard et sa pierre. C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, je travaille avec un certain nombre de praticiens du droit, d'universitaires, j'en ai aperçu que je remercie d'être ici, de parlementaires, de toute tendance, de plusieurs partis, y compris de l'opposition. Car ce qui m'importe, c'est effectivement ce regard de chacun. Ce sont des textes sur lesquels il faut réunir le plus grand nombre. Et dès que l'avant-projet sera prêt, je vais ouvrir une très vaste concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Au-delà de la réforme de la procédure pénale, c'est également la réforme de la justice des mineurs qui sera mise en œuvre pour adapter le droit pénal aux réalités de la délinquance d'aujourd'hui. Il y a une chose que tout le monde partage, c'est que nous savons bien qu'à tout acte de délinquance doit correspondre une réponse adaptée, bien sûr, une réponse systématique et une réponse cohérente. C'est indispensable si l'on veut que l'on comprenne qu'à la fois les mineurs, mais également toute la société, comprennent la sanction et donc par là même comprennent la différence entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et la rapidité de la réponse est également un des gages de l'efficacité et de la pédagogie de la sanction, et en particulier pour des jeunes. Mais dans le même temps,
Et cela me paraît indispensable. Il faut une vraie réflexion sur la réinsertion des mineurs délinquants, car c'est la seule façon de nous protéger contre la récidive, qui est un des éléments essentiels de l'insécurité. Alors, tout ceci, cela fait partie d'une des missions fondamentales de la justice. Et là aussi, j'entends mener cette réforme indispensable avec une méthode qui soit celle de l'écoute et de la concertation. Une concertation avec tous les ministères concernés, mais une concertation qui, comme pour la réforme de la procédure pénale, associera très largement l'ensemble de ceux qui peuvent être concernés par cette modification de notre droit. Droit pénal, donc, mais notre société, c'est aussi le droit civil, le droit commercial, le droit des entreprises. Et la crise a bien montré le besoin de placer la justice au cœur de la régulation et du fonctionnement économique. Je veux moraliser et sécuriser les relations contractuelles. Un droit des contrats rénové y contribuera. Et nous allons le mener dès cette année. De même, face à un environnement économique mondialisé, frappé d'instabilité, le droit des obligations doit lui aussi être adapté à cette réalité d'aujourd'hui et être modernisé. La procédure civile, à l'instar de la procédure pénale, a également besoin d'être simplifiée, d'être clarifiée, d'être accélérée, puisque l'un des reproches qui nous est fait, c'est d'avoir une justice trop lente et également une justice trop coûteuse. Mais au-delà du fonctionnement judiciaire, au sein de l'entreprise, la fonction juridique est aujourd'hui sous-représentée. Je veux la développer en réconciliant, en quelque sorte, l'entreprise et le droit et le monde de la justice. Il faut renforcer le nombre de juristes au sein des entreprises et notamment au sein des PME. Je pense que c'est un moyen de sécuriser les entrepreneurs, de pérenniser les entreprises et également de sauvegarder l'emploi. Nous avons un certain nombre d'actions, effectivement, à mener en la matière. Mais le droit public, lui-même, doit connaître des avancées importantes en matière de droits et de liberté. Certaines sont en cours, avec notamment la question prioritaire de constitutionnalité. Elle va permettre aux justiciables de mieux faire valoir les droits et les libertés que la Constitution lui garantit. Et c'est un élément aussi essentiel pour que personne ne se sente dans une situation d'infériorité, que chacun se sente reconnu non seulement en théorie, mais en réalité dans le fonctionnement de l'État à travers le droit. Et de la même façon, le défenseur des droits va placer notre pays à la pointe de la protection des droits et des libertés. Je ne peux pas tout citer, parce que sinon vous seriez là ce soir, et même au-delà, et je pense que chacun a aussi un certain nombre de contraintes, mais je voulais évoquer ces principaux chantiers, sachant qu'il y en a encore bien d'autres qui vont tous contribuer à mettre en œuvre cette idée que le droit est un facteur de l'unité. Mais ce qui est important aussi, au-delà de la modernisation du fond du droit, c'est que le fonctionnement de notre justice elle-même soit également rénové pour correspondre à cette attente de nos concitoyens et à ce besoin de notre société. C'est ma deuxième priorité. Pour que la justice joue en effet parfaitement et totalement son rôle dans la cohésion nationale, elle doit être pour tous nos concitoyens compréhensible, efficace, réactive, créatrice de confiance. Cela suppose d'agir et d'adapter sur l'organisation, de moderniser les procédures. Cela exige aussi, et peut-être surtout, de soutenir les hommes et les femmes qui la font vivre au quotidien.
adapter l'organisation, beaucoup d'actions qui vont en ce sens ou iront en ce sens. D'abord, un conseil de la magistrature rénové permettra de renforcer à la fois l'indépendance, mais également la transparence, l'ouverture et aussi l'image de la justice. Car la confiance, elle repose aussi sur l'image. Je tiens à une mise en place rapide de la réforme. Bien entendu, il faut aussi, parce que cela concerne le fonctionnement essentiel de notre démocratie, que le Parlement ait le temps d'en discuter. Je ne peux que regretter, effectivement, que, notamment d'ailleurs du fait de l'interruption due aux élections régionales, il y ait un risque que le texte ne puisse pas être voté à temps pour que nous puissions ensuite organiser les élections, qui nécessitent au moins 4 mois, et donc que la mise en place se fasse pour le 1er juillet, comme je le souhaitais. Je ferai tout pour essayer d'y parvenir. Néanmoins, il est aussi de ma responsabilité de veiller à ce que, dans le cas où je ne réussirai pas à convaincre le Parlement d'aller à la fois avec profondeur mais aussi sérénité, eh bien que je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait une sorte de vide juridique. C'est la raison pour laquelle il a été prévu de proroger en tant que de besoin le mandat de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature pour donner au Parlement le temps d'étudier cette réforme avec sérénité et, je l'espère aussi, avec célérité. Deuxième élément important, la réforme de la carte judiciaire. Son but, et je crois que la nécessité d'une réforme en la matière était reconnue par tout le monde, son but est bien d'adapter l'implantation des juridictions aux réalités et aux besoins des justiciables sur tout le territoire. Cette réforme sera menée à son terme, parce que dans la vie en commun, il y a aussi la nécessité que l'action de l'État soit continue et que la parole de l'État soit mise en œuvre réellement. Mais bien entendu, il faut aussi savoir tenir compte de réalités matérielles qui peuvent exister sur le terrain. Et je remercie tout particulièrement Jean-Marie Bockel de son action de suivi au plus près du terrain des éventuelles difficultés qui peuvent exister dans les juridictions de regroupement et dans le suivi des personnels. Car il faut aussi, sur des réformes d'ampleur, des réformes nécessaires, mais des réformes qui perturbent, j'en ai bien conscience, les personnels dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, assurer un accompagnement personnalisé et un suivi réel. Troisième élément important, la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire a été votée, elle doit maintenant être mise en œuvre. Elle conforte nos prisons dans leur mission fondamentale de lutte contre la récidive, car c'est bien cela qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Cela suppose que les lieux garantissent à la fois la dignité des personnes, les activités nécessaires à la réinsertion et aussi la prise en compte des différents parcours personnels et pénitentiaires. 5 000 places nouvelles viendront, à la demande du président de la République, s'ajouter aux 12 300 places du programme de rénovation en cours, ce qui veut dire qu'à l'achèvement du plan, en 2017, le parc pénitentiaire comptera 68 000 places, ce qui permettra de nous placer à la fois sur le plan qualitatif au premier rang des modèles européens, mais aussi de rompre avec la logique d'inactivité des personnes détenues. Et c'est d'ailleurs dans cette idée que je souhaite, à côté des établissements classiques, créer des établissements à réinsertion active. Au-delà de l'organisation, il y a aussi nos façons de travailler et nos procédures qui doivent être modernisées. La modernisation concerne les méthodes et les procédures, et elles sont nombreuses, mais là aussi je n'en citerai que quelques exemples. La spécialisation des juridictions et des contentieux
renforcera la lisibilité des procédures aussi bien au civil qu'au pénal. Le recours administratif préalable obligatoire va nous permettre de désengorger les juridictions administratives des contentieux de masse comme celui du permis de conduire. Et il donnera aux justiciables les moyens d'être plus vite rétablis dans ses droits si son recours est justifié. La simplification des règles de représentation devant la Cour d'appel évitera le sentiment d'une lourdeur inutile et souvent d'une incompréhension du justiciable. Encore une fois, nous sommes dans la logique qui consiste à préparer une justice plus compréhensible, plus accessible aux attentes de nos concitoyens. Le développement de la médiation et de la conciliation doit nous permettre, là aussi, d'accélérer et de simplifier le dénouement de certains contentieux. La dématérialisation, parlant de méthode, doit nous permettre de favoriser la réactivité de la réponse judiciaire, la qualité des échanges entre les juridictions et leurs partenaires. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Vous le savez, j'ai constaté en arrivant dans cette maison que nous avions beaucoup de retard par rapport à d'autres ministères que j'ai connus. Eh bien, nous devons tous nous mobiliser sur cela, car une justice moderne, c'est d'abord une justice dont l'image est moderne, y compris au niveau de l'utilisation des moyens techniques qui peuvent exister. Les obligations, les procédures, les magistrats. Parce que la justice, ce sont d'abord des hommes et des femmes. Et l'image de la justice, plus qu'un droit difficilement compréhensible, plus que des procédures qui apparaissent souvent obscures, ce sont les hommes et les femmes que nos concitoyens voient directement ou à travers la télévision et les médias. Ces hommes et ces femmes, nous le savons tous, exercent une mission difficile. Ils assument des fonctions indispensables au fonctionnement de la démocratie. Et en même temps, chacun des cas sur lesquels ils ont à agir ou à trancher sont des cas qui mettent en jeu leur responsabilité morale parce qu'elles vont avoir des conséquences sur la vie d'hommes et de femmes. Il faut toujours avoir cela en compte et il faut donc en tirer toutes les conséquences. La première des conséquences, c'est que je veux faire respecter totalement celles et ceux qui disent le droit au nom du peuple français. Je n'accepterai pas de mise en cause ou de dérapage sur les magistrats. Si nous voulons que la justice soit respectée, il faut veiller à ce que chacun de ceux qui exercent cette mission soit totalement respecté. Je veux aussi valoriser les compétences et les responsabilités au sein du corps judiciaire. Et dans le même temps, je veux bien entendu favoriser l'ouverture et le dynamisme des parcours professionnels, car nous avons besoin de gens qui, comme ces jeunes magistrats que j'ai rencontrés à l'école de la magistrature, soient enthousiastes de leur métier, soient confiants dans l'avenir, et la certitude des valeurs et des principes qu'ils représentent. Moi, mon problème, je vais vous le dire, ce n'est pas uniquement de répondre à des frustrations. Je ne veux plus qu'il existe de frustrations. Alors, je ne mets que pour certains, s'ils ont des frustrations, c'est un peu tard. Mais je rencontre aussi beaucoup de magistrats qui ont cette volonté, cet enthousiasme qui étaient ceux qui les ont fait choisir cette voie difficile et indispensable. Aujourd'hui, il y a toujours ces jeunes magistrats ou futurs magistrats qui choisissent la justice non pas comme on choisit un autre métier, mais parce qu'ils croient à une institution, parce qu'ils croient à ses valeurs, parce qu'ils croient à ses principes. Et chaque fois que nous ouvrons la bouche les uns et les autres
nous devons penser d'abord à eux. Oublions un peu nos problèmes personnels, nos frustrations éventuelles, pour voir ce que nous portons de grand et pour dire à ces jeunes qui s'engagent qu'ils ont raison de le faire, parce qu'ils vont servir une grande institution, une institution qui est au cœur du fonctionnement de notre pays. Travaillons ensemble pour faire en sorte que l'institution tout entière soit à la hauteur de leurs attentes et de leurs espérances. Travaillons ensemble pour que la justice, forte à l'intérieur, le soit aussi à l'extérieur. Et notre justice sera d'autant plus forte à l'intérieur qu'elle sera ouverte sur toutes les composantes de la société, qu'elle sera ouverte à l'international. Nous portons le droit, et notre modèle de droit continental a prouvé sa solidité dans la crise. Il a montré au fil des siècles comment il nous permettait d'avoir une société qui se tenait. Nous avons besoin de continuer à le développer. Face à l'influence du droit anglo-saxon sur notre sol comme à l'étranger, je veux promouvoir un modèle juridique français, modèle de droit, modèle également de juridiction. J'entends favoriser le rayonnement du droit et de la justice de la France au sein de notre société comme à l'international. Cela suppose la valorisation et l'action commune de toutes les professions du droit. Cela impose aussi la mise en œuvre d'une véritable politique internationale au ministère de la Justice. Valoriser l'action commune des professionnels du droit, cela part d'abord d'un constat, c'est que tous les professionnels du droit contribuent ensemble à l'œuvre de domination du droit et à l'œuvre de justice. Et j'entends qu'ils soient tous unis et non pas opposés dans cette mission. C'est vrai qu'il y a eu parfois un certain nombre de méfiances des uns vis-à-vis des autres. Eh bien, je crois qu'il faut le faire cesser. Et je pense qu'il faut en même temps que chacun se sente concerné par l'image de la justice. Cette image, elle est renvoyée par chaque profession comme elle est renvoyée par chaque professionnel. D'où d'ailleurs cette incontournable exigence d'éthique, de compétence, d'ouverture, de modernité que j'appelle pour chacune et pour chacun. L'éthique, parce que ne l'oublions pas, quelle que soit la profession exercée, la faute ou l'insuffisance de l'un rejaillit sur toute la profession. Et c'est pourquoi j'appelle les responsables à être tous garants de l'exigence d'éthique et à la faire partager par tous ceux dont ils ont la responsabilité. La compétence parce que c'est une exigence à la hauteur de la responsabilité collective et individuelle qui est la nôtre. Et c'est aussi pour cela que je veux favoriser une communauté cohérente de justice, parce que cela donne une image de poids de l'institution judiciaire dans toute la société, parce que aussi rapprocher les savoir-faire, c'est quelque chose qui permettra à chacun de progresser. Je l'ai dit, il ne s'agit pas de fusionner les professions. Il y avait un choix qui pouvait être fait en ce sens. Nous avons choisi un autre choix. Chacun garde donc son identité, mais il faut apprendre à travailler en commun, car nous travaillons pour la même cause qui est celle du droit et de la justice. Et de ce point de vue-là, je pense que le rapprochement des formations, sur laquelle tout le monde semble d'accord, pourra contribuer à cette action. Mais il faut aussi une ouverture
l'ouverture entre les professions. Je veux favoriser le dialogue entre les professions, au-delà des précarés, au-delà des crispations, je dirais au-delà, et je l'évoquais tout à l'heure avec les entreprises, de notre monde juridique ou judiciaire. Je veux bien entendu apaiser à l'intérieur pour pouvoir être plus efficace à l'extérieur. C'est le sens de la démarche que nous avons engagée avec le président du Conseil national des barreaux, que je salue une nouvelle fois, avec le président du Conseil supérieur du notariat, que j'aperçois là-bas et que je salue également. Je crois que le modèle de ce que nous avons fait pour l'acte contresigné, ou sur la base de l'acte contresigné, doit être un modèle aussi pour d'autres professions. Et dans le même temps, cette ouverture doit être une ouverture également à la modernité de la société. Tous les professionnels du droit doivent s'adapter, utiliser les avancées de la modernité pour mieux faire face toujours aux demandes de nos concitoyens et aux exigences d'un marché international. C'est vrai pour les avocats, mais c'est vrai pour tout le monde. Il faut savoir se rapprocher et je souhaite favoriser les regroupements, faciliter les échanges européens, développer les nouvelles technologies. Je souhaite que de la même façon qu'il existe une politique de place pour renforcer la compétitivité financière de Paris, créer une politique de place pour renforcer la compétitivité juridique de la France. Parce que, mesdames et messieurs, oui, le rayonnement du droit passe aussi par son développement à l'international. Le droit communautaire, c'est vrai, irrigue désormais toutes les branches du droit, mais le droit communautaire n'est pas quelque chose que nous devons subir. Le droit communautaire, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons être beaucoup plus actifs et profitons de la période actuelle, de la fenêtre de tir, comme on dit dans le spatial actuel, pour renforcer notre droit tel que nous le concevons au sein du droit communautaire. Cela ne fera que faciliter chez nous la cohésion et la cohérence entre notre vision du droit et de la société et la vision communautaire. La mobilité croissante des personnes accroît aussi le champ du droit bien au-delà de nos frontières. Et ce que je souhaite, c'est que l'image de nos institutions et de notre droit soit utilisée comme un véritable atout pour la présence de la France dans l'ensemble des pays, pas seulement européens, mais bien au-delà de l'Europe. C'est une vision que nous devons avoir, qui n'est pas une vision à court terme, certes, mais qui est une vision à long terme. Avoir dans ces pays un droit, une justice qui ressemble au nôtre, c'est une façon à la fois d'aider nos entreprises quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, elles s'installeront dans ces pays, mais c'est aussi accroître la réceptivité aux valeurs que notre diplomatie porte sur toute la planète. Alors, pour agir ainsi, eh bien, il faut que notre ministère et ses personnels s'ouvrent toujours davantage sur le monde, avec des échanges, avec des accueils de magistrats et de juristes étrangers, avec l'implantation également de nos juristes, de nos écoles, les échanges de nos magistrats dans les institutions internationales et dans les pays. Pour développer notre coopération avec les États-Unis, j'ai réuni ici même la semaine dernière un groupe de travail bilatéral sur le terrorisme. De la même façon, pour consolider notre dialogue avec le monde arabe et tout particulièrement avec le Golfe, je me suis rendue récemment à Qatar le mois dernier, où avec l'Université Paris 1, nous allons aider à la création d'une bibliothèque et d'un centre de formation où nous allons échanger des magistrats. Dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, j'ai souhaité l'élaboration d'un programme centré sur l'apport du droit aux politiques de croissance. Et je réunirai au second semestre mes homologues des États membres de l'Union pour la Méditerranée sur ce sujet. Tout à l'heure, en vous quittant, je vais me rendre à Matignon pour signer un accord avec le Liban qui a été préparé depuis l'été dernier et qui va donc être signé aujourd'hui. Et j'ai bien d'autres projets que je n'entends pas mener seul, mais mener avec chacune et chacun d'entre vous, avec l'ensemble des professions. Bref,
mesdames et messieurs, j'ai le sentiment d'avoir été trop longue, comme d'habitude diront ceux qui me connaissent bien, mais pardonnez-moi aussi de l'avoir fait avec un peu d'enthousiasme, car je vous l'ai dit, depuis que je suis arrivée dans cette maison, je crois que c'est une maison formidable et dans laquelle nous avons un rôle essentiel à jouer pour l'avenir de la France. Les perspectives que je vous ai dessinées représentent des ambitions partagées pour la justice. Leur mise en œuvre, bien entendu, vont nous occuper pour l'année 2010 et honnêtement, bien au-delà, surtout quand je parle de rédiger d'une façon claire notre droit. Mais soyez certains que toutes ces perspectives visent un seul et même objectif: conforter la confiance des Français dans le droit et dans la justice rendue en leur nom. La confiance, c'est la clé d'un bon fonctionnement de l'institution judiciaire, de la démocratie, de la République. C'est elle qui contribuera à l'unité de tous les Français. Je veux que les victimes puissent trouver une écoute, une protection, une réponse auprès de l'institution judiciaire. Je veux que les Français connaissent, reconnaissent, comprennent, mesurent ce qu'ils doivent à la justice de notre pays. Je veux qu'ils sachent pourquoi ils peuvent en être fiers, comme nous le sommes tous. Je veux ouvrir les portes de la justice. Et je vais vous proposer, avant la fin du premier semestre, toute une série d'initiatives en la matière. Mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, quoi que nous soyons, qui que nous soyons, quelles que soient nos différences, j'entends que nous arrivions à affirmer une chose, c'est qu'ensemble, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous pouvons apporter à notre pays. Nous sommes certains, mesdames et messieurs, que l'honneur de la justice, aujourd'hui comme hier, fait la grandeur de la France. Alors ce que je souhaite en ce début d'année, c'est que chacune et chacun d'entre nous se retrouve dans cette volonté commune de faire une justice mieux reconnue, toujours plus équitable, toujours plus porteuse de ces valeurs qui ont fait sa grandeur. Pour ça, il va vous falloir beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne santé. C'est la raison pour laquelle je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir des familles autour d'elles qui leur apportent beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur. Vous n'en aurez l'esprit que plus libre pour vous consacrer à ces grandes missions que je viens d'évoquer. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous beaucoup de réussite professionnelle, parce que la réussite de chacun, c'est ce qui fera la réussite de la justice de la France. Je vous remercie.